Bonsoir à tous et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Regard. On va parler cette fois-ci de la situation politique en Algérie. On a un peu mis entre parenthèses l'actualité politique parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, même si certains partis de l'opposition essayent d'activer tant bien que mal. Donc on va parler de l'actualité, des dernières décisions prises par les autorités, mais aussi de l'actualité des partis politiques. Et pour ça, j'ai l'immense plaisir de recevoir le premier secrétaire de Jil Jadid, Habib Rahmia. Habib Rahmia, bonsoir. Le plaisir est pour moi, merci beaucoup Ali, Azulflak, j'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour l'invitation. Donc on va parler de l'actualité politique nationale, les derniers développements sur la scène, et puis on va parler aussi de votre parti, de Jil Jadid, des nouveaux changements qui sont attendus dans le mois prochain au sein du parti, qui va connaître très certainement un nouveau président, puisque Sofiane Djilali a annoncé son retrait, mais pas de démission en tant que militant. D'abord, je voulais un petit commentaire, si c'est possible, sur la situation politique. Il est question ces derniers jours il y a un appel lancé par des partis politiques, notamment ceux du pouvoir, pour inciter le chef de l'État à prendre des mesures d'apaisement et des mesures de grâce, je ne sais pas comment on les appelle. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Merci encore une fois Ali, oui tout à fait. Aujourd'hui nous entendons un petit peu des partis politiques, particulièrement des partis politiques qui sont orientés dans le soutien du pouvoir en place, qui demandent la libération des détenus, de quelques détenus. Ils ne parlent pas de détenus d'opinion mais quelques détenus. Je pense qu'il était temps que le pouvoir, parce que finalement la plupart j'aime pas trop critiquer les partis politiques, mais beaucoup actuellement, comme c'était le cas il y a quelques années, se comportent comme des appareils d'État. Donc nous allons considérer que c'est le pouvoir qui veut libérer, aller vers des mesures d'apaisement. Nous ne pouvons que dire oui, il est temps d'aller vers des mesures d'apaisement, il est temps de libérer les derniers détenus d'opinion qui se retrouvent, qui sont dans les prisons. Il faut libérer les gens qui sont en prison pour leurs opinions. Ce n'est pas normal dans un pays comme l'Algérie, et surtout après un Hirak qui a été exceptionnel pour l'Algérie, d'avoir des gens qui continuent à se retrouver en prison pour leurs opinions. Bien sûr, il y a un débat sur quelques questions, et je pense que ce débat a été fait au moment opportun, mais aujourd'hui, il faut libérer les gens qui sont en prison pour leurs opinions. Maintenant que ça vient de quelques partis politiques, bon, c'est un jeu un petit peu qu'on a connu en Algérie depuis plusieurs années, où finalement le pouvoir, quand il prend une décision, il essaye d'utiliser des intermédiaires. C'est normal, c'est acceptable, c'est de bonne guerre, mais ça n'empêche pas que ces partis politiques ne sont pas considérés comme des partis libres et autonomes dans leur prise de décision, mais finalement des appareils qui portent une décision qui va être décidée. Donc vous pensez que c'est inspiré, donc ce sont des... Non, c'est clairement inspiré. Je continue à penser personnellement et en tant que cadre de Jil Jadid que ces partis ne se comportent pas comme des partis politiques mais comme des appareils. Donc ça a été inspiré par le pouvoir. Si le pouvoir a décidé aujourd'hui de libérer les gens, on ne peut qu'applaudir et dire il est temps. Il est même assez tard, mais il faut le faire, il faut libérer. Il y a eu une libération qui a été controversée ces derniers jours. C'est pas grave, c'est très bien, mais il faut maintenant vraiment libérer les gens qui sont en prison. Parce que s'il y a des positions humanitaires à prendre, c'est par rapport surtout aux Algériens qui sont en prison pour leurs opinions, aux Algériens qui sont en prison depuis plusieurs années alors qu'ils n'ont fait que défendre leur vision de l'Algérie, d'une Algérie différente, d'une Algérie qui permettrait le bonheur de tous les Algériens. Donc chacun à sa manière, chacun avec ses qualités et ses défauts, mais il est clair qu'il faut libérer les gens. Il faut apaiser, il faut entamer une nouvelle phase, et la question de la nouvelle phase, c'est Jil Jadid en a parlé en parlant de Deuxième République. On n'est pas les premiers à avoir parlé de Deuxième République, mais il est important de repenser notre manière de construction, notre manière de construire une Algérie nouvelle, parce qu'il y a eu Jazz el-Jadid à plusieurs fois. Jazz el-Jadid a été un slogan qui a été récupéré des positions des Algériens. Il faut qu'il y ait une Algérie nouvelle, mais une vraie Algérie nouvelle, pas juste un slogan. Est-ce qu'il suffit de libérer les gens ou d'arrêter cette spirale-là de l'arrestation? Parce que les mesures d'apaisement, entre guillemets, il y en a eu 2-3, mais après on reprend les mêmes... c'est ça, c'est pour ça que je parle clairement de repenser notre manière de construire. On a parlé à Jil Jadid d'une fin de cycle, d'un cycle qui a commencé en 89, qui a touché à sa fin, et qu'il faut maintenant repenser notre manière de réfléchir la relation entre l'État, les gouvernants et les gouvernés. Il faut arrêter de gouverner par la peur, il faut arrêter de gouverner par la crainte. Il est important maintenant de créer de vrais liens
entre des liens, quand je parle de liens, c'est pas des liens amicaux, je parle de liens politiques entre les gouvernants et les gouvernés. Il faut que les gouvernants émanent des Algériens, des citoyens, et que cette relation soit réelle et qu'elle soit une relation de représentativité qui puisse nous permettre d'exercer vraiment la démocratie et l'état de droit. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui ne permet pas ça. Il y a de graves défaillances au niveau de la représentation des Algériens, que ce soit au niveau des institutions élues, du Parlement, mais aussi des APC. Il y a un gros problème. Il y a une relation directe entre le gouvernement directement vers le peuple de manière qui n'est pas du tout organisée, ni ordonnée, ni qui permettrait d'avoir des résultats réels en termes de représentation et de légitimisation des décisions prises. Et là, c'est problématique. Donc oui, pour répondre directement à votre question, il faut arrêter de gouverner par la peur, que ce soit au niveau des prises de position politiques, mais aussi au niveau de la liberté économique, parce que la question économique est centrale en ce moment. Et si nous devons en parler tout à l'heure, nous verrons qu'il y a une grande peur et un manque de confiance des opérateurs économiques, et ça c'est très problématique pour l'économie algérienne. Avant de parler de la question liée à votre parti, oui. Très honnêtement, est-ce que, comme parti de l'opposition, parce qu'on vous a souvent catalogué à un certain moment d'être bienveillant avec le pouvoir après 2019, bien sûr. Est-ce que vous avez, après vous êtes plus dur ces derniers temps, est-ce que vous avez subi les représailles ou pas? Sincèrement, déjà, de représailles, non, nous n'avons pas reçu de représailles. Djil Jadid est un parti qui a toujours assumé ses positions, quelles que soient les positions. Nous avons assumé nos positions dures à l'époque de l'ancien président, où on a considéré qu'il y avait un groupe de prédateurs qui était en train de vendre le pays et qu'il n'était pas possible de trouver une autre solution que le départ de ces prédateurs. Donc la position était dure. Il y a eu le Hirak, il faut rappeler que Djil Jadid a été au Hirak dès le premier jour, dès le 22 février 2019. Et certainement, il était le seul parti politique le 22 février sur le terrain avec les mêmes positions du Hirak, de l'abandon du quatrième mandat, de la non-organisation des élections, etc. Donc là, on était sur les mêmes positions dès le premier jour. Maintenant, on a considéré pendant l'été 2019 qu'il fallait orienter ce Hirak, cette force du Hirak, sur une réponse politique. Et nous avons proposé la position du dialogue. Je comprends que l'état d'esprit général de l'époque était plus à la radicalité. Nous avons assumé notre dialogue et nous avons été jusqu'au bout. Malheureusement, quand on a été au bout, on s'est retrouvé un petit peu seul, puisque nos camarades de l'opposition ont choisi la radicalité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voyons, puisque nous sommes en 2025, nous arrivons à voir les résultats de la radicalité, qu'il y avait peut-être quelque chose. Je ne dis pas que nous avions des clés des clés de la solution. Nous disons juste qu'il y avait peut-être un dialogue qui aurait pu orienter la nouvelle construction vers quelque chose qui serait compatible avec les ambitions du Hirak, et non vers un face-à-face qui nous a finalement mené à cette émission aujourd'hui où on parle de libération des détenus d'opinion 6 ans après. Donc là, c'est là où il y a problème. Il est important d'avoir toujours la maturité politique et le sérieux politique pour dépasser les questions électorales et trouver une solution sérieuse pour l'État. Et nous, je pense que Djil Jadid, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais Djil Jadid a été, dès le début, depuis sa création en 2011, patriote. Djil Jadid a été cohérent, Djil Jadid a été sérieux et Djil Jadid a été courageux. Du début jusqu'à aujourd'hui en 2025, et ça va continuer comme ça, Inch'Allah. Est-ce on parle de dialogue politique depuis quelque temps, est-ce que vous avez reçu des invitations ou rien du tout? Des invitations de dialogue? Oui, de l'autorité. On va être très clair sur cette question de dialogue. Djil Jadid a toujours défendu le dialogue, déjà dans la logique de dialogue, puisqu'il fallait dialoguer de manière directe ou indirecte. Il y a eu une proposition de dialogue, si je me souviens bien, c'était le 21 mai 2023, où le président de la République a rencontré tous les partis politiques algériens représentés au Parlement. Donc, nous avons rencontré le président de la République en présence de tous les partis politiques. Nous avons médiatisé et donné l'intervention du président Sofiane Djellali ce jour-là. Je pense que ça a été applaudi parce que les gens ont vu que notre opposition est une opposition sereine, responsable, mais qui était très ferme, puisque nous défendions les mêmes positions que nous défendions avant et que nous continuons à défendre aujourd'hui. Maintenant, je considère aujourd'hui que le président de la République a appelé un dialogue juste après son élection pour un deuxième mandat, et que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu ce dialogue, alors qu'il est important, qu'il est essentiel, qu'il est vital
pour l'État algérien d'aller vers le consensus entre toutes les parties politiques, associatives, syndicales pour trouver des solutions. Maintenant, soit on considère que tout va bien en Algérie et que l'opposition n'a rien à faire, qu'il faut continuer comme ça, et c'est très bien, mais il faut juste nous expliquer pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Soit on accepte une situation donnée de difficulté, qui est une difficulté pour l'Algérie, mais une difficulté au niveau mondial aussi. Les Algériens sont capables de comprendre cela et de travailler ensemble, de dialoguer ensemble et de porter ensemble une nouvelle orientation pour l'Algérie et pour le management de ce pays, le management politique de ce pays. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a aucune volonté réelle de dialogue, mais si ce n'est une volonté de parler de dialogue sans qu'il y ait un dialogue. Parce qu'à chaque fois, ça revient à la question du dialogue, et chaque fois, beaucoup de journalistes m'appellent pour me dire Djil Jadid, vous pensez quoi du dialogue? Je ne fais pas encenser le dialogue à chaque fois. Nous voulons le dialogue maintenant, et arrêter d'en parler. Il faut qu'il y ait un dialogue réel pour parler économie, pour parler politique et pour parler aussi des changements, des amendements sur les grandes lois politiques du pays, la loi sur les élections, la loi sur les partis politiques, le premier projet qui a été proposé est juste incroyablement dangereux pour la démocratie en Algérie, et sur les lois sur la commune et sur la wilaya. Donc là, des décisions sont prises de manière unilatérale, et ça c'est vraiment dommage. Vous venez de dire que nous n'avons pas atteint les objectifs. De quel objectif vous parlez? Mais je parle de tous les objectifs, Ali Bourlef. Je parle économiquement, il y a eu beaucoup de promesses sur l'augmentation du PIB. Bon, on a compris que c'était le chiffre qui était exagéré, mais même là, on voit que ça ne sera jamais atteint, puisque lors d'une première déclaration officielle, on a parlé de 400 milliards de dollars 2027. En 2026. Ça a été reporté à fin 2026, et sur la dernière déclaration, c'est 2027. Donc là, je suis tout à fait en droit de parler de paroles officielles qui a parlé de 2026, arriver à 400 milliards de dollars, on en est très loin. Et même sans aller vers les chiffres techniques que les Algériens ne connaissent pas forcément, il est tout à fait facile aujourd'hui, en tant que citoyen algérien, de voir une paupérisation où les gens n'arrivent pas à acheter. Il y a une baisse de grade dans le pouvoir d'achat des Algériens à tous les niveaux. Quand on rentre dans une supérette, quand on rentre dans un marché, l'Algérien n'arrive pas à acheter ce qu'il achetait il y a 10 ans. Pour ce qui est de quelques projets importants pour le pouvoir, les voitures, l'automobile, nous n'avons pas atteint les objectifs. Depuis 2018, il n'y a quasiment pas de voitures en Algérie. Ça, c'est un problème précis. Il n'y a pratiquement pas d'automobile en Algérie. Il y a des pénuries surtout. Il n'y a plus de pénuries ces dernières années sur l'huile, sur le sucre, mais il y a des pénuries sur les matières premières, sur le médicament, sur les moyens de production. C'est très difficile. Économiquement aujourd'hui, il est très difficile, et je pense qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. J'espère qu'on arrivera rapidement à dépasser cela, mais on a toujours dit à Djil Jadid, nous ne pouvons pas engager une vraie réforme économique sans engager une réforme politique, parce qu'il faut vraiment, et c'est très important, de créer le consensus avec tout le monde, avec les opérateurs, avec les syndicats, avec les représentants des citoyens, pour engager une vraie réforme qui soit portée par les citoyens. Si on reste dans des bureaux et qu'on règle tout de manière administrative, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir, et depuis 2019, ça n'a pas réussi. On parle, puisque vous insistez sur l'économie, que faut-il faire? Parce que quand d'autres opposants parlent de réforme ou de politique économique, le pouvoir le dit aussi, mais sur le terrain, qu'est-ce qui ne va pas? D'où la proposition de Deuxième République. Je suis désolé, je saute là, je reviens à la Deuxième République, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'écoute, il faut du consensus. Il faut du dialogue, il faut écouter les besoins des opérateurs. Maintenant, on a créé un système de Algex qui a été tout à fait bloquant pour beaucoup d'opérateurs algériens. Ça a tout détruit pendant 2 ans. Et puis, on annonce qu'il y a un deuxième, que Algex n'est plus. Mais finalement, on crée 2 nouvelles agences qui vont recréer les blocages. Je ne sais même pas s'ils ont été créés ou pas d'ailleurs. Officiellement, oui. En tout cas, il faut aller chercher les mêmes papiers. Oui, sur le papier, oui, mais sur le terrain, je ne sais pas. En tout cas, il faut aller chercher les mêmes papiers. Ailleurs, dans 2 ministères différents, mais il faut aller chercher les mêmes papiers. Donc que ce soit au niveau d'une agence, d'une autre agence, où le problème bureaucratique reste le même. Et tout le monde sait, il y a tous ceux qui s'intéressent un minimum à l'économie vous diront qu'une gestion administrative de l'économie ne permet que la bureaucratie, et la bureaucratie mène à la corruption.
Algex a créé des niches de corruption extrêmement graves, qui ont été confirmées par plusieurs mises en prison de responsables ces dernières années. C'est problématique. Maintenant, si on recrée exactement la même chose, avec le même état d'esprit, nous arriverons à chaque fois au même résultat. Ça sera des problèmes, ça sera des blocages, ça sera une bureaucratie, et surtout, ça sera une perte de confiance avec les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Nous ne pouvons pas concurrencer le démarrage qui existe aujourd'hui en Afrique, dans des pays voisins, mais aussi en Afrique subsaharienne, si nous continuons à gérer l'économie de manière administrative. Pour répondre clairement à votre question, il faut arrêter de gérer administrativement l'économie et laisser libérer le marché de manière ordonnée, de manière responsable, de manière sereine, de manière légale, mais libérer le marché. Il faut arrêter de gérer l'économie de cette manière, de manière assez politique, je dirais, administratif, mais il y a aussi un côté politique de la chose. Vous parlez tout à l'heure de pouvoir d'achat, et puis là on parle de la libération de l'économie. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter cette dualité, ce double problème, qui est le fait de préserver les réserves de change, et c'est ce qui bloque aussi pour certains investissements et certaines importations, et en même temps élever plutôt la valeur du dinar. Comment on peut faire? Je me souviens un jour, j'ai parlé de politique de Tzdam. Tzdam, c'est le porte-monnaie, le porte-monnaie de grand-mère. On a finalement des réserves de change qui sont issues des ventes des hydrocarbures, et on essaye tout doucement de ne pas trop en dépenser en créant des systèmes qui peuvent être plus ou moins validés par les économistes ou pas. Soit on bloque les importations pendant des années et on relance pendant un petit mois et puis on rebloque, et ça permet finalement de ne pas trop utiliser la devise, ou on essaye d'un autre côté de ne pas donner l'argent directement aux investisseurs. Je pense qu'il faut accepter d'investir pour pouvoir exporter. Il faut aller chercher la devise ailleurs. C'est normal, quand on investit, on dépense. Il ne faut pas avoir peur de la défense. Mais il faut avoir une politique économique qui permet un renflouement des caisses en devises. Et ça se fait par l'économie, par l'exportation. Mais quand on parle d'exportation, il faut être déjà capable de tenir le marché local. Pour tenir le marché local, il faut aider tous ces opérateurs économiques à investir, à commencer à travailler, à aller chercher une main-d'œuvre, parce que on a parlé aussi de pouvoir d'achat. C'est aussi un cercle, c'est ce qu'on appelle le cercle économique. Donc, plus les gens investissent, plus il y a du travail, plus il y a de la consommation, plus il y a un retour sur investissement, et donc ça tourne et les gens gagnent en pouvoir d'achat. Donc soit on choisit de soutenir l'économie par la production et donc en offrant des emplois et des salaires aux Algériens, soit on choisit de le faire par la consommation, en donnant finalement des primes au chômage. J'appelle ça bien des primes au chômage. On distribue de l'argent, on parle même d'augmentation de cette prime au chômage, au point où aujourd'hui beaucoup d'Algériens refusent même de se faire déclarer parce qu'ils gagnent de l'autre côté une prime au chômage. Ça, c'est des décisions politiques qui ont été prises de manière unilatérale, qui n'ont pas été débattues. Ni les partis politiques n'ont pu les débattre, ni les parlementaires n'ont pu les débattre, ni les citoyens via les médias, via l'espace public n'ont pu les débattre, et ça donne finalement de fausses bonnes idées. On est très content, oui, l'Algérie donne des primes au chômage, mais finalement, est-ce que le chômage a besoin d'être soutenu? C'est ça la question. C'est-à-dire, vous pensez que cette prime soutient le chômage, soutient la volonté de beaucoup de jeunes Algériens à ne pas aller chercher du travail, alors qu'il faut soutenir la production, il faut soutenir les investisseurs. Je ne dis pas qu'il faut empêcher toute solidarité, il faut qu'il y ait des mécanismes de solidarité, mais pas de cette manière tout à fait désordonnée, qui ne permet à aucun moment d'organiser l'économie. L'une des techniques, l'un des modèles qui a été utilisé par les autorités pour entre guillemets, diversifier les ressources en devises, c'est d'exploiter les mines. Est-ce que c'est la bonne voie? Je pense qu'il est important de tout exploiter de manière réfléchie, pensée, etc. Maintenant, est-ce que ça s'est fait de manière... J'avoue qu'on a été très troublé par le fait de scinder le ministère de l'énergie en deux, qu'il y ait un ministère de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables, et de l'autre côté un ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Donc on a été troublé par cette question. Est-ce que la question des mines en 7
période particulière où il y a de grands changements dans le monde, particulièrement au niveau des grandes puissances, il était intéressant de réouvrir la question des mines aujourd'hui et de se mettre dans une situation où d'autres pays, d'autres puissances peuvent nous faire chanter avec cette question. Donc là, c'est des questions, sur le fond, théoriquement, nous ne sommes pas contre l'exploitation des mines, du moment que ça respecte l'écologie, du moment que ça respecte l'environnement, parce qu'il y a aussi la question des schistes qui va avec. On ne sait pas finalement. Le trouble, c'est qu'on ne sait pas est-ce que la question des schistes est du côté, ça va être des côtés des hydrocarbures ou du côté mine. Donc là. Mais là, cette décision de son exploitation a apparemment été prise puisqu'il y a des accords qui ont été signés avec des compagnies américaines. Nous avons entendu ça, officiellement ça n'a pas été annoncé, nous espérons que ce n'est pas le cas, ou du moins que le jour où ça Pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi c'est pas le cas? Parce que ça doit être débattu. La question des schistes a été un problème. Pourquoi je pose la question? Parce qu'on nous dit que la technologie a évolué, donc ça n'est pas forcément polluant. Puisque Et c'est très bien. C'est très bien. Et donc, je suis d'accord avec vous, Ali. Si aujourd'hui, la technologie a évolué et que ça n'est pas polluant, venons débattre de tout ça, ramenons les experts qui vont convaincre les Algériens que ça n'est pas polluant et allons vers l'exploitation. En quoi c'est problématique d'exploiter si ça n'est pas polluant? Mais il faut en débattre, il faut en discuter. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, j'ai aussi de mon côté des experts qui disent que l'exploitation des schistes reste polluante, particulièrement dans une zone comme l'Algérie qui manque d'eau, dans le désert algérien, qui manque d'eau à l'extérieur, mais où il y a une nappe albienne qui est extrêmement importante et qu'il fallait surtout pas la polluer de manière chimique. Donc là, c'est des questions, c'est des débats. Et c'est normal qu'il y ait des débats dans un pays. Nous voulons le débat, nous voulons la discussion et nous sommes tout à fait prêts à dire oui au schiste si nous considérons que si nous sommes convaincus en tant que parti politique, en tant que représentants de quelques Algériens qui sont militants ou sympathisants du djihadisme, pour dire oui, allons au schiste, ça n'est pas polluant. Mais il faut nous convaincre. Aujourd'hui, on nous empêche de faire de la politique parce qu'on a fermé l'espace politique et on a fermé l'espace médiatique. Je reviens à chaque fois sur toutes les questions, sur ces deux points, la fermeture politique et médiatique, car elle est centrale. Il faut réouvrir le débat public. Il faut permettre aux Algériens, de s'intéresser à la chose publique et de s'investir dans la chose publique. Nous ne pouvons pas aller vers la promotion des élections alors que de l'autre côté, pendant 5 ans, on a empêché les Algériens de s'intéresser, d'entendre, de parler, de réfléchir politique. Toujours dans le même, ça sera la dernière question sur le sujet, entre l'économie et le social, il y a 2 ans de ça, je crois, les autorités ont lancé l'idée d'une conférence nationale sur les subventions, et il devait même y avoir une conférence nationale, les partis étaient invités, ça a été annulé. Oui, ça a été annulé. Mais comment est-ce qu'on arrive à régler cette problématique des subventions? Ça aurait été une bonne idée de ne pas annuler déjà cette conférence. On avait des propositions qui étaient écrites au niveau de Djihadid pour dire qu'il fallait que les subventions doivent être ciblées. C'est tout. Mais comment cibler dans un pays où l'informel occupe quand même 50% de l'économie? Mais de toute façon, les subventions ne doivent pas, les subventions généralisées de cette manière vont soutenir l'informel, puisque tout le monde va utiliser ces subventions pour aller vers l'informel, pour aller vendre dans l'informel, pour aller exporter entre guillemets, tahrib, vers les pays voisins, particulièrement vers la Tunisie et la Libye, et même au niveau du Mali, où on a beaucoup ce problème. Donc le problème de contrebande est aussi lié au problème de subventions généralisées. Je parle de contrebande de lait ou de sucre, même les pâtes et tout. De pâtes aussi vers l'Est, etc. Donc aujourd'hui, il faut cibler les subventions. On est à Djihadid dans une logique de solidarité, car ça fait partie des valeurs du parti. On parle aussi de solidarité. Il faut maintenir la solidarité, mais la solidarité doit être ciblée. Et pour ça, il faut revoir complètement notre construction démographique. Quand je dis démographique, de gestion démographique, au niveau des communes, au niveau des daïras, au niveau des wilayas. Mais si ce n'est juste pour, comme aujourd'hui, refaire de nouvelles divisions et donner plus de prérogatives finalement à des wilayas qui n'ont pas de population, là il y a vraiment problème. Mais comment on peut savoir qui a quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont officiellement chômeurs mais qui ont des revenus plus importants que ceux qui travaillent. Parce qu'ils travaillent dans l'informel. Comment on peut distinguer celui qui a besoin d'un autre? Mais Ali, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire ce que je vais dire. Mais il faut une réforme fiscale.
il faut une réforme fiscale qui est extrêmement dure, qui doit être extrêmement courageuse, mais pour aller vers une réforme fiscale où nous allons dire aux Algériens, l'État doit savoir ce que vous avez sous votre matelas, là, il faut avoir une certaine légitimité de représentation qui permettrait aux Algériens d'accepter ce genre de mesures extrêmement contraignantes pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais comment on évalue la force d'un État ? La force d'un État, c'est aussi un pays qui est capable d'imposer ses citoyens, d'imposer normalement, je ne dis pas qu'il faut imposer à 60%, mais d'imposer qu'il y ait un contribuable qui est organisé et qui permette un retour qui va financer la solidarité nationale. Mais vivre de cette manière et continuer à le soutenir via une administration qui se joue... Ceux qui ont vécu les années 80 et 90 savent très bien comment ça s'est passé, l'histoire de Souk el-Fellah. Qui avait les tickets pour aller chercher des frigos. Ça se fait finalement, surtout dans une société qui est très solidaire comme la société algérienne. Vous savez, les sociétés communautaires comme la société nord-africaine, méditerranéenne, mais surtout nord-africaine et maghrébine, en général, on est très solidaire. On peut voir cette solidarité du côté très positif quand il y a une crise, quand il y a un problème, on est très solidaire entre nous, mais il y a aussi un côté négatif qui est la question de compter sur l'État, ouais. de l'assistanat, et d'une certaine marifa qui devient corruption à la fin, qui devient petite qahwa, qui devient agdek, qui devient corruption. Parce que finalement, on considère on est tous frères, donc on est contre l'État. Donc là, il y a vraiment un problème. Il y a un problème de culture de l'État. Mais là, c'est un autre problème, mais il faut que l'État réfléchisse son organisation selon une réalité. Aujourd'hui, faire en sorte de soutenir de manière généralisée les Algériens, pour moi, c'est une opération populiste qui permet de gagner des voix, alors que je suis désolé, les Algériens ne peuvent pas vivre de lait et de pain à 10 dinars seulement. Il y a un grave problème de sous-alimentation en Algérie. N'importe quel nutritionniste vous le dira qu'on consomme beaucoup de céréales, beaucoup trop de céréales, mais trop peu de protéines. Et ça, c'est un problème. Il faut réorganiser tout ça. Il faut arrêter de soutenir la farine blanche qui est importée parce qu'on importe le blé. Et qui pose des vrais problèmes de santé aussi. Et qui propose des... Il faut vraiment réfléchir ces questions-là. Mais là, ça demande vraiment une autre réflexion, qu'il faut qu'il y ait des experts. Moi, mon problème, c'est qu'il faut ouvrir le débat. Si on ouvre le débat, on aura de meilleurs économistes que moi, de meilleurs nutritionnistes que moi, de meilleurs politiques que moi aussi peut-être. Donc, dans tous les cas, il faut ouvrir le débat pour qu'on puisse débattre et sortir et faire jaillir la lumière. Merci beaucoup, Habib Brahmiya. On va revenir dans la deuxième partie pour parler plus précisément du parti, des évolutions de votre parti et des positions aussi, parce qu'il y a des lois en préparation, il y a des échéances électorales en préparation. Restez avec nous, on va revenir dans un petit instant. Rebonsoir, chers téléspectateurs. On va reprendre ce débat passionnant avec Habib Brahmiya, premier secrétaire de Jil Jadid. Rebonsoir, Habib Brahmiya. Rebonsoir. Là, on parlait tout à l'heure de l'économie et de la situation du pays. Je voudrais qu'on parle un peu de votre parti parce que on connaît le slogan maintenant depuis 2012, je crois. Sofiane Djellali, le président historique du parti, a annoncé son retrait. Je crois que le congrès aura lieu dans un mois. Dans un mois, normalement, décembre. Normalement, ça devrait être le 6 décembre. Le 6 décembre, donc dans moins d'un mois, dans 2 semaines. Et pourquoi cette démission de Jil Jadid qui, pourtant, à ma connaissance, il n'est pas contesté dans le parti? Non, pas du tout contesté. Sofiane Djellali est vraiment le président fondateur qui est très apprécié par les militants. Il a été toutes ces années un grand président pour Jil Jadid et je suis convaincu qu'il restera très proche du parti en tant que militant, en tant que conseiller. Le congrès décidera de sa position future, mais c'est quelqu'un qui est très apprécié, qui est très respecté. Personnellement, je considère que ça a été un mentor pour moi et il l'est toujours. Donc, pourquoi il y a eu une démission ? Sincèrement, je ne vais pas appeler ça démission. Je vais appeler ça un avancement de la date du congrès. Finalement, ça nous permet... Parce qu'il c'est plus un retrait qu'une démission. Ouais, plus un retrait qu'une démission, puisque ça a été discuté avec les cadres du parti. Ça ne s'est pas fait sur une prise de tête, un coup de tête comme ça. Donc, on est à l'aise sur cette question. Maintenant, pourquoi ça a été fait ? Je pense qu'il faut savoir déjà que les gens sachent qu'à Jil Jadid, on n'a pas le droit d'avoir plus de 2 mandats à partir Et ça, nonobstant la loi.
C'est-à-dire, Nonobstant la loi, non, ça a été à Djil Jadid depuis le début. À partir du premier congrès ordinaire, chaque président a le droit. Le congrès constitutif n'est pas considéré comme un congrès complet, mais à partir du premier congrès ordinaire, le président n'a pas le droit à plus de 2 mandats, qu'ils soient constitutifs ou séparés. Donc, Sofiane Djilali devait de toute façon quitter la présidence. Pourquoi ne pas suivre la norme et changer les statuts et non pas le président? Enfin, je taquine là. Ah oui. Pourquoi? Parce que il y a. Mais c'est vrai, c'est une question qui se pose, surtout quand il y a un président fondateur comme Sofiane Djilali qui est aussi apprécié au sein du parti. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un choix pédagogique de la part de Djil Jadid, que dès le début, au niveau de la fondation de Djil Jadid, quand ça a été discuté cette question de la limitation des mandats, on a été aussi dans la décision ce jour-là qu'il fallait respecter les décisions. Nous ne pouvons pas être contre le 3e et le 4e mandat et faire la campagne que Djil Jadid avait faite contre le 4e mandat pour à la fin faire exactement la même chose et changer les statuts ou comme une constitution a été changée pour aller vers un 3e mandat par exemple. Donc là, ça aurait été inacceptable pour les valeurs de Djil Jadid, pour les militants de Djil Jadid et aussi pour le message que nous voulons transmettre, c'est qu'il faut qu'il y ait un état de droit et on ne va pas aller vers un état de droit avec un parti qui ne respecte pas ses propres statuts. Donc là, c'est très clair pour nous. Mais c'est vrai que c'est une question qui a été posée par quelques militants. On a besoin de Sofiane Djilali. Mais aussi, je pense que Sofiane Djilali a toujours voulu montrer que la réussite d'un homme politique, ce n'est pas juste une réussite médiatique ou une réussite de notoriété. Qu'il y avait le besoin pour un homme politique de former ses cadres, de former des hommes politiques et de former des institutions. Pour ça, il faut de la durée aussi. Pardon ? Et pour ça, il faut de la durée. Il faut de la durée. Sofiane Djilali est resté au parti pendant 13 ans et je pense qu'il a réussi, en tout cas dans les difficultés de la scène politique algérienne, à maintenir un parti sans aucune subvention, à avoir des militants, des cadres de bonne qualité, que ce soit au niveau national ou au niveau des wilayas, et qu'il peut quitter la présidence en étant très fier de ce qu'il a fait, parce qu'on avait beaucoup de partis venir, partir, se rapprocher du pouvoir, s'éloigner, mais Djil Jadid a été cohérent et j'invite tous ceux qui peuvent douter de cette dernière phrase à aller lire les positions de Djil Jadid sur le site officiel du parti où nous avons été cohérents du début jusqu'à la fin, même durant la période où on a été considéré comme parti se rapprochant du pouvoir. Non, nous avons considéré qu'il y avait un nouveau pouvoir et qu'il fallait l'écouter, qu'il fallait dialoguer et qu'il fallait lui donner la chance d'aller jusqu'au bout de ses slogans. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça a donné un éloignement parce que c'est très simple en politique. Vous me dites, je vais faire ça, j'accepte ça pendant un moment, j'attends l'application. S'il n'y a pas application, je suis dans l'obligation de dire, vous n'avez pas tenu votre promesse. Et pour revenir, je sors de Djil Jadid et je reviens à la position de Djil Jadid sur les dernières années, les promesses n'ont pas été tenues. Et même sur les questions, particulièrement sur la question des subventions, la promesse n'a pas été tenue. Il y avait une promesse électorale d'aller à la fin des subventions généralisées, qu'il fallait orienter la solidarité vers le soutien des opérateurs économiques. Ça n'a pas été fait et je pense que là nous ne pouvons que nous opposer à ce genre de mesures. Comment se prépare le congrès? Est-ce que vous-même vous êtes candidat à la présidence? 2 questions. Donc première question, comment se prépare le congrès? Je pense qu'il se prépare bien. Il y a une commission de préparation. Alors je ne veux pas de langue de bois, puisque vous voulez être à part et transparent. Mais il n'y aura pas de langue de bois. Il n'y aura pas de langue de bois. Il n'y aura pas de langue de bois. Il faut savoir que on l'a fait à Djil Jadid, sincèrement, et je le dis franchement, on fait les choses dans les règles de l'art. Donc lors du dernier Conseil national, une commission de préparation du congrès a été en quelque sorte élue par le Conseil national, présidée par Monsieur Mehdi Djabri, qui en ce moment organise le congrès. L'ouverture des candidatures a été faite il y a 1 semaine. Pour le moment, il y a une candidature au niveau du parti. Officiellement, d'après mes informations, je n'ai pas les noms puisque je ne suis pas dans la commission, mais je sais qu'il y a une candidature. Donc ce n'est pas encore vous. Donc ce n'est pas encore moi, et je ne peux pas répondre clairement à cette question avant la fin de la période, puisque moi-même je n'ai pas cette réponse. Donc vous n'avez pas encore décidé. Je n'ai pas encore décidé sur cette réponse, mais a priori, puisque vous me demandez de répondre sans langue de bois, a priori je ne serai pas candidat, puisque j'espère. Non, je ne pense pas être candidat. Je pense qu'il y a une autre personnalité au niveau de Djil Jadid qui
peut vraiment être un excellent président pour Jil Jadid, et que je pense que l'hésitation était à ce niveau. Donc, Docteur Amparan? je ne vais pas répondre à la question, c'est trop tôt. Je ne sais même pas s'il est candidat. Je ne sais même pas si c'est lui qui est candidat. Mais puisque vous donnez le nom de Dr Amparan, s'il n'est pas candidat, je pense qu'il devrait candidater aussi. C'est un grand nom de Jil Jadid qui peut donner beaucoup à ce parti. Avant d'arriver à cela, il y a un certain nombre de lois qui sont proposées au débat au niveau national. Vous produisez souvent une bonne littérature, entre guillemets, de propositions dans tous les domaines économiques, politiques et même de société, avec des conférences et des regroupements. Je voudrais avoir votre avis sur les lois qui sont proposées par les autorités, notamment le code électoral. Le code électoral, est-ce que vous avez été consulté déjà? Non, pour le code électoral, il y a eu une rumeur que le code électoral allait être... pas une rumeur, il y a eu une rumeur qui a duré longtemps sur le code électoral. Il y a eu une intervention du président de la République qui a parlé d'amendement du code électoral, mais pour le moment, nous n'avons pas été consultés. En tout cas, si consultation il doit y avoir, en plus de toute la littérature jadidienne sur la question, on est prêt à donner très rapidement nos propositions. Alors, je vous donne l'information, apparemment, vous n'avez pas été consulté. Le conseiller politique qui est devenu ministre a contacté donc M. Zohair Bouamama a contacté durant l'été les partis politiques, mais contrairement aux autres lois, il leur a demandé des propositions uniquement sur la loi électorale, mais sans leur donner l'avant-projet de loi. Et apparemment, le président a précisé qu'il s'agirait uniquement d'aspects techniques. Là, c'est vraiment problématique, puisque s'il a donné à des partis politiques et pas à d'autres, c'est vraiment problématique. Et là, ça créerait vraiment un problème d'organisation de la prise de position et de la prise de décision d'un parti politique. Maintenant, un membre du gouvernement l'a fait dans le cadre politique pour contacter... Non, c'était le conseiller politique du président à l'époque. En tout cas, Jil Jadid n'a pas été consulté par rapport à ça. Il a le droit de le faire, mais c'est pas forcément la meilleure façon de réussir un projet. Ce qui semble certain, c'est que l'histoire des deux mandats, ainsi de suite, ne sera pas remise en cause. La constitution des listes électorales ne sera pas remise en cause. Ils veulent apparemment décharger l'année de certaines organisations, de certains aspects techniques. Donc finalement, on revient tout doucement. J'ai entendu cette rumeur, donc j'ai pas forcément envie de débattre sur une rumeur. Non, c'est le président lui-même qui a dit que l'année, on va enlever l'aspect logistique pour le redonner au ministère de l'Intérieur. C'est ça. Donc on revient un petit peu à ce qu'on a contesté pendant toutes ces années, pendant 20 ans de multipartisme, où là, on a dit qu'il fallait une commission indépendante pour la gestion des élections. On a eu une autorité nationale pour les élections, mais finalement qui a donné des résultats médiocres sur les dernières échéances. On a vu ce qui s'était passé avec l'ancien président, M. Charfi, et son départ, etc. Donc là, il faut vraiment, si on veut réussir des élections, il faut déjà se poser pourquoi faire des élections. Est-ce qu'on fait des élections pour juste respecter le calendrier électoral et dire au monde que non, tout va bien, on a des élections, ou on organise des élections pour faire émaner une représentativité qui donnerait toute la légitimité à ces représentants de porter la voix citoyenne. Si on veut aller vers cette deuxième position, il faut dialoguer, il faut discuter cette loi électorale, il faut vraiment revoir plusieurs points, y compris les points que vous venez de citer, qui apparemment ne devraient pas être touchés. Ces points doivent être touchés. Nous ne pouvons pas continuer sur une idée comme celle de la liste ouverte. Nous avons vu les résultats de la liste ouverte. C'est un concours de beauté politique. Donc là, on est sur une liste de 40 sur Alger, par exemple. Il y a des cadres de ce parti qui peuvent porter la parole du parti, et il y a des militants, des sympathisants qui sont dans la liste, finalement dans une... Donc vous plaidez pour que ce soit le parti qui désigne... Mais bien sûr. Qui parraine les candidatures. Il est important que le parti mette au Parlement ses meilleurs cadres, ses meilleurs représentants, ceux qui sont considérés comme étant les meilleurs pour porter la voix du parti. Pas un militant qui peut être très sincère, qui peut être très correct, mais qui n'a pas forcément la capacité de porter la position nationale au niveau du Parlement. Donc là, il y a la question, mais il y a une question extrêmement importante aussi, c'est la question des parrainages. La question des parrainages, il faut savoir qu'il faut 250 parrainages par siège. Sur une wilaya comme Alger, on parle de 10 000 parrainages pour qu'il y ait une liste sur Alger. Ce n'est pas normal au vu de la situation actuelle. Pardon, pour que les téléspectateurs comprennent, vous parlez des parrainages des électeurs
qui sont nécessaires avant toute Tout à fait. validation de candidature. De la liste au niveau au législatif. Donc il y a 250 parrainages pour chaque siège, et c'est national. 250 sièges, parrainages Je par crois siège. qu'il y a 32 sièges, je crois. Il y a sièges. 48, Donc, ouais, ils ont 38. mis, ouais. Donc avec 2 suppléants, donc ça fait à peu près 10 000 parrainages. Dans la situation actuelle, la situation politique actuelle, où il y a une non-participation massive des Algériens aux élections, 10 000 parrainages, c'est juste quelque chose d'impossible. Il faut savoir que les parrainages, c'est pas des signatures sur Internet. Ouais. On parle vraiment d'un document qui est imprimé Et au de niveau présence des APC, physique aussi. de présence physique devant le représentant, l'agent public, pour faire signer ce document qui est extrêmement difficile à signer. Et surtout, pour les partis d'opposition, puisqu'ils considèrent qu'il peut y avoir des représailles, et donc les citoyens n'ont pas forcément envie de soutenir les partis d'opposition par peur de représailles, et surtout qu'il y a aujourd'hui, au moment où nous parlons, 3 candidats à la présidentielle qui sont en prison pour des raisons la cause des parrainages, de faux parrainages apparemment, d'après ce qui a été dit, et surtout 68 élus qui sont aujourd'hui en prison pour les mêmes raisons. 68 élus sont en prison. D'ailleurs, il faut vraiment penser à la question de ces élus en prison. Comment vous imaginez que les autres élus qui vont devoir gérer cette opération peuvent la faire de manière fluide? Ils vont avoir peur, ils vont dire non. Donc vous pensez que les conditions sont mises en place pour empêcher les partis politiques de l'opposition d'avoir suffisamment de candidats? Je ne pense pas que ça a été mis en place pour bloquer les partis de l'opposition. Mais en tout cas, les résultats de cette réflexion, de ce projet, mettent en difficulté les partis politiques en général, les partis politiques d'opposition en particulier, mais surtout l'opération électorale. On est vraiment dans la fausse bonne idée. L'idée de la liste ouverte, c'est une fausse bonne idée. On a pensé qu'on pouvait faire de la démocratie au niveau des partis politiques et au niveau des listes, pour ne pas bloquer la liste par une tête de liste qui pourrait l'acheter avec de l'argent. Mais en tout cas, ça profitera aux partis qui sont actuellement au pouvoir, parce qu'ils ont déjà des parrainages auparavant. Ils profitent déjà des parrainages des anciennes élections. Parce qu'il y a le seuil des 4% qui est exigé. Et il faut savoir que le seuil des 4% qui est exigé, pour expliquer que le 4% permet aux partis politiques de ne pas déposer les parrainages sur les anciennes élections. Donc déjà, nous avons eu des partis qui ont boycotté et qui vont être lésés par cette histoire des 4%, mais aussi, nous avons des partis politiques du pouvoir qui ont profité de leur grande manne financière de l'époque de l'ancien président pour aller aux élections de 2021 et gagner les élections. Il faut être vraiment hors sol pour penser que les 2 partis qui ont soutenu l'ancien régime, qui ont été contre le Hirak, représentent aujourd'hui plus de la majorité, plus de 50% du Parlement algérien. Donc il faut être sérieux, il faut être réaliste, il faut aller vers quelque chose de nouveau, il faut enlever cette histoire des limitations des listes, et il faut accepter la démocratie et laisser les Algériens choisir les partis. Vous avez parlé en début d'émission de l'activité des partis politiques. Il faut savoir, oui, bien sûr qu'il y a des partis politiques qui ne travaillent pas beaucoup, mais il y a des partis politiques, et je parle en tant que représentant de Djihadid, puisque je représente un parti qui, comme vous l'avez dit, produit beaucoup, qui ne sont pas médiatisés, Ali Bourlaf. Ouais. Il faut savoir que la médiatisation de l'action des partis politiques est extrêmement importante, que si les partis ne sont pas médiatisés, beaucoup de gens pensent qu'on est visible que pendant les élections, et donc que pendant qu'il y ait la médiatisation. Il suffit d'aller voir sur nos réseaux sociaux que Djihadid et d'autres partis, je le sais, pas que je présume, je le sais, sont présents, travaillent, actifs, essayent de proposer leurs idées, mais il y a vraiment une fermeture médiatique qui ne permet pas aux Algériens, aux citoyens de voir ce qui est fait, et qui finalement la politique est devenue une histoire de pommes, de blagues et d'histoires drôles à partager sur les réseaux sociaux. Comment vous faites pour financer vos activités, puisque les subventions de l'État ne viennent pas, elles sont conditionnées à la présence de parlementaires? Bien sûr. Et même des partis qui avaient des parlementaires disent qu'ils n'ont pas reçu le repas. Mais vous, comment vous faites pour financer sincèrement, et j'en profite pour remercier tous les militants de Djihadid qui utilisent déjà les cotisations des partis, et finalement c'est des petites donations qui sont faites. On n'a pas de grands donateurs, mais des petites donations qui sont faites de manière localisée. Quand il y a une activité dans la wilaya de Tialet, on peut compter sur les militants de la wilaya de Tialet pour s'organiser, pour organiser la chose, mais c'est vraiment des événements à très bas coût. Mais je pense
pense que les Algériens aussi ont besoin de voir de la sincérité et ça nous permet d'aller directement aux gens, de les voir dans des cafés. Ça coûte pas beaucoup d'argent, mais ça permet aux gens aussi de parler politique et de voir qu'on est présent malgré tout. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de faire cette opération sur 1541 communes. Et c'est pour ça que la médiatisation est importante. Parce que si on fait une sortie sur une wilaya une fois par quinzaine, je parle de l'équipe nationale, c'est déjà quelque chose, une prouesse. Et donc, sa médiatisation, si ça devait se faire sur les médias, ça nous permettrait finalement de montrer aux gens notre activité, mais surtout nos positions. Ça sert à ça, un parti politique, à proposer des idées et à sortir avec des positions. Avant d'arriver aux questions un peu personnelles, je voulais juste savoir est-ce que Djil Jadid va participer aux élections législatives, parce qu'il y a le PT, le FFS qui ont déjà dit qu'ils vont participer, ou vous allez probablement boycotter? Sur la position réelle de Djil Jadid, nous considérons qu'un parti politique doit aller aux élections. Par principe. Sur le principe, Djil Jadid participe aux élections parce que c'est une échéance importante dans la vie d'une démocratie. Maintenant, il y a participer, il y a élection. Il faut que l'élection soit une vraie élection. Nous ne participons pas aux mascarades. D'ailleurs, en 2017, le boycott de Djil Jadid était que Djil Jadid ne participe pas aux mascarades dans le sens normal du mot, pas dans le sens péjoratif. Donc, il faut qu'il y ait une vraie élection. Et la vraie élection demande des conditions. Une vraie commission, une vraie autorité d'organisation des élections, une ouverture médiatique et respecter un article constitutionnel de la parité entre tous les partis politiques. Nous avons organisé, Djil Jadid est un parti jeune par rapport aux partis qui viennent de 89-90. On n'a pas vécu beaucoup d'élections, mais les dernières élections qu'on a vécues, on a vu beaucoup de problèmes qui doivent être réglés et des problèmes qui sont liés, des problèmes locaux qui sont liés à la sécurisation des centres de vote, des bureaux de vote. On a vu des choses ici à Alger et en dehors d'Alger, des choses qui ne doivent pas exister et qui ne permettent pas une représentation réelle des citoyens et du choix des citoyens. Donc il y a des conditions, il faut en discuter, il faut en parler avant de prendre la décision de participer ou non. Mais sur le principe, je considère, en tant que représentant de Djil Jadid, qu'il faut aller aux élections, qu'il est important pour chaque parti politique d'aller aux élections. Avant d'aller aux élections, deux lois importantes sont en préparation, donc le code électoral, la loi sur les communes et sur la wilaya. Est-ce que d'abord, sur le principe, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on maintienne le découpage actuel ou il faut inventer un autre? Une autre structure de l'État. Sincèrement, il y a eu hier, la décision a été prise, donc nous allons plus commenter la décision que donner notre avis. Donc c'est très bien si ça a été fait de manière pensée. Le doute existe à ce niveau. Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que ça a été discuté? Puisque nous n'avons pas été consultés. Et le débat public dans les médias n'a pas parlé à aucun moment d'un nouveau découpage et de rajouter 11 wilayas, surtout qu'on a vu sur le dernier découpage, ça n'a pas été une réussite sur toutes les wilayas, puisque plusieurs wilayas se retrouvent dans la logique d'une daïra avec un titre de wilaya. Il n'y a que mais c'est des wilayas qui ne sont pas représentés. Pour établir les faits, je parle uniquement sur le plan factuel, le chef de l'État a promis ça depuis plusieurs années, qu'il avait même donné un cap de 100 wilayas, à commencer par le sud, les hauts plateaux, et puis plus tard le nord, et c'est ce qui est en train de se faire. Après, sur quels critères, je ne sais pas. Le problème, c'est ça, c'est sur le critère géographique. Parce qu'il y a une commune de Tlemcen, par exemple, qui compte à peine 10 000 habitants. C'est ça, Kantra, Maska, Biskra aussi. J'ai vu ça, donc c'est ça le problème, le critère est géographique, il ne faut pas que ça soit uniquement géographique. Une wilaya, c'est aussi démographique, c'est aussi économique, c'est aussi social, il y a d'autres éléments qui peuvent être de voisinage avec les autres. Mais si jamais vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous allez abandonner cette idée de commune, d'aïra, wilaya, et pour aller vers des régions, ou je ne sais quel autre découpage? Sur Djil Jadid, on a toujours parlé de pôle économique. Donc il y a une nouvelle. Nous n'avons jamais parlé de bouleverser l'organisation des groupes territoriales. On garde l'ossature actuelle, mais créer de manière économique des pôles
qui permettrait une concurrence interne qui est entre les rêves. C'était l'un des plaidoyers de Ahmed Ben Bitour pendant de longues années. Monsieur Ben Bitour en a parlé, c'est vrai. Et donc là, on parle vraiment de pôle économique. Pour décentraliser la décision économique. Pour décentraliser la décision économique, pas que la décentraliser, pour créer des dynamiques locales et régionales qui permettraient finalement une concurrence interne et de relancer l'économie, même particulièrement tout en gardant la spécificité de chaque région. Il faut savoir qu'il y a une réflexion qui est dans cette logique, dans la loi sur l'investissement, qui permet un soutien de plusieurs zones, parce que c'est découpé en zones. Il y a cette réflexion, il faut avancer dans ça. Il y a des avancées sur ça, sur la loi sur l'investissement. Mais dans tous les cas, non, à Djidjadid, nous n'avons jamais réfléchi à un bouleversement total du découpage territorial. Maintenant, comment ce découpage se fait, il faut réfléchir. Et sincèrement, s'il y avait aujourd'hui pour cette émission un titre, c'est Habib, il faut dialoguer. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut trouver des consensus. Est-ce qu'il faut renforcer le rôle des élus ou il faut garder la main de l'État sur l'administration? Malheureusement, sur le projet de loi qui nous a été proposé pour les communes et les wilayas, et d'ailleurs nous avons répondu comme beaucoup de partis politiques à cette proposition par écrit, nous considérons qu'il y a une baisse assez grave des prérogatives des élus, que ce soit au niveau de la commune ou au niveau de la wilaya. Donc déjà dans la wilaya, les élus n'avaient pas beaucoup de prérogatives, donc c'est plus, ils étaient vraiment des conseillers, aides, soutiens au wali. C'est pas grave, on peut en parler, mais sur la commune, là, il y a un grave problème, puisque le secrétaire général qui est désigné par l'administration gagne beaucoup en pouvoir par rapport à l'élu, donc ça met l'élu dans une situation de désigner. D'ailleurs, j'ai entendu notre ministre de l'Intérieur parler la dernière fois, il a raconté une petite histoire qui était censée être drôle, d'un maire. Il a dit, j'ai pas noté la suite, parce qu'on peut en parler de la suite sur ce qu'il a dit, mais du début, il a dit Andy Raïs, et j'ai trouvé ça incroyable qu'un ministre de l'Intérieur dise d'un président d'APC Andy Raïs. Alors il parle du moment où il était wali d'Oran. Et en tant que wali ou en tant que ministre, dans les deux cas, Andy Raïs. Les élus, particulièrement un PAPC, n'est pas à la solde. N'est pas un appendice de l'administration. Et n'est pas un désigné. Et ça dénote d'un état d'esprit. Je sais que c'est pas grave, c'est un petit point, mais ça dénote d'un état d'esprit que les élus ne sont juste là pour valider, pour cocher la case démocratie. Nous sommes une démocratie et il y a des élus. Il faut vraiment donner des prérogatives aux élus, il faut donner de l'importance à la chose politique et il faut aller chercher les Algériens qui s'intéressent à la politique, ceux qui ont la compétence de gestion, de management pour revenir vers la politique, revenir vers la chose publique et donner de la qualité aux institutions élues. On a parlé de l'APC, mais on peut parler aussi des deux chambres du Parlement où les débats, particulièrement de l'APN, sont d'un niveau exécrable. Je suis désolé d'utiliser le terme, mais d'un niveau exécrable et c'est bien dommage. Particulièrement pour une législature. Lors des débats sur la loi de finances, le ministre a prêché devant un amphithéâtre absolument vide. Mais vide mais c'est ça la réalité. La liste ouverte a donné ça aussi. A donné des gens qui avaient une certaine autorité locale, parce qu'il était président de club local, parce qu'il travaillait au marché local, c'est quelqu'un de connu, et comme il y a une participation extrêmement basse des Algériens, c'est des petits groupes qui vont voter, et donc tu peux battre n'importe quel cadre national qui est capable de porter une position plus sérieuse. Donc la liste ouverte a donné ça. C'est une baisse de niveau du Parlement en général, et aujourd'hui il est très clair, même vous pour les journalistes, vous voyez très bien qu'on ne peut pas aller chercher des hommes politiques au niveau du Parlement, mais il faut aller les chercher au niveau des partis, parce qu'au niveau du Parlement il y a très peu de personnalités qui peuvent être considérées comme hommes ou femmes politiques. Avant de terminer cette interview, je voulais savoir ce que vous avez, puisque vous n'êtes pas forcément candidat à la présidence, est-ce que vous restez dans le domaine politique ou vous allez quitter l'arène? Ah non, c'est très clair. Là, la réponse sera sans langue de bois. Je vais rester bien sûr dans la chose politique. Il s'agit de responsabilité citoyenne. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment à donner à ce pays et que ceux qui ont commencé à militer dans les années difficiles, des années 80-90, mais pour mon cas des années 2008-2009 où j'ai commencé à militer, je pense qu'on a une responsabilité de tenir la barque, d'aller chercher une nouvelle relève et de soutenir cette relève jusqu'au bout. Et il n'y a aucune volonté de quitter la chose politique. Maintenant, je me souviens aussi
d'une discussion que j'ai eue avec Sofiane Djilali. On parlait de spiritualité et on a découvert que le militantisme avait quelque chose de très très spirituel. Au-delà de la générosité de se battre pour ses idées et de se battre pour ses concitoyens, il y avait quelque chose de spirituel qui était vraiment lié entre la personne et son créateur. Et donc, je n'ai aucune volonté de quitter la chose politique et j'espère que Sofiane Djilali n'est pas du tout dans cet état d'esprit, puisqu'il lors de son discours au Conseil national, il a clairement dit qu'il sera toujours dans le militantisme, dans l'action militante. On l'invitera, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Habib Rahmia, c'était un plaisir. J'espère Plaisir qu'on va vous partagé. recevoir une autre fois, Inch'Allah. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis d'abord. Je remercie Nafa Ahmed qui m'a accompagné à la réalisation de l'émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée.